c'est effectivement de revenir à un maillage très complémentaire dans lequel on aurait, en termes ferroviaires, 3 niveaux, le TGV, l'Intercité, le TER, plus ensuite l'intermodalité, c'est-à-dire les autocars, l'urbain. Enfin, alors c'est un travail de fourmi colossal à faire, mais ça changerait tout. En tout cas, on voit avec cet exemple de Valence qu'il y a une corrélation entre le développement des infrastructures et puis l'impact économique sur un territoire. Alors malgré leurs atouts respectifs, l'avion et le train ont encore quelques contraintes à régler, notamment en matière de pollution atmosphérique ou sonore. Ce sont des problèmes qu'on n'a pas forcément dans le fluvial. Jacques Lauvin, je me tourne vers vous. Le transport fluvial consomme 5 fois moins de carburant que le transport routier, par exemple, et émet 2,5 fois moins de CO2 à la tonne transportée. Ce sont des atouts, là, aujourd'hui, où les contraintes environnementales sont assez fortes. Oui, effectivement. La réduction des émissions de CO2 représente un atout majeur pour le transport fluvial. Et c'est inscrit en fait dans les politiques européennes qui visent à réduire de manière significative les émissions de CO2 générées par les transports et donc d'essayer de trouver des modes de transport alternatifs aux camions qui, eux, sont gros émetteurs de CO2. Alors, je précise tout de suite que le fluvial ne se positionne absolument pas comme concurrent du camion, mais s'inscrit en fait dans un flux logistique, devrait prendre plus sa part dans la chaîne pour aller d'un point A à un point B, sachant que la livraison, elle est au point C. Voilà. Donc, les derniers tronçons... Aujourd'hui, l'essentiel, et ça sera des camions, et ça continuera de rester en camion. Pour avoir un ordre de grandeur sur un bateau qui descend le Rhône, on peut mettre combien de trains de marchandises ou combien de camions? Alors, je dirais un bateau, un fluvio-maritime ou une grosse barge, c'est entre 1100 et 1500 tonnes. Un camion, on considère 25 tonnes de charge utile, voire un petit peu plus dans certains cas, ce qui fait qu'on a un fluvio-maritime remplace, on va dire, 25 camions, voire 25 à 35 camions. Voilà. Je disais en introduction tout à l'heure, il y a un fort potentiel de développement sur le transport fluvial. Quels sont les enjeux pour les années à venir? Alors, comme vous l'avez souligné, il y a l'Europe qui a donc défini des corridors, au total au nombre de 9 sur l'Europe. Et la région Rhône-Alpes, en fait, se trouve à la croisée de deux de ces corridors, qui sont le corridor méditerranéen et le corridor mer du Nord Méditerranée. Voilà. Et donc, au niveau de la région, il est clair qu'il faut développer une stratégie qui doit se traduire dans un schéma portuaire lyonnais, puisque c'est quand même la grosse... Oui, le port de Salaire, on est au nord du département de l'Isère. Voilà, mais on s'inscrit effectivement sur le Rhône, donc dans ce schéma, avec la région lyonnaise et les territoires d'influence de la région lyonnaise, donc qui comprennent principalement l'essentiel des départements et des zones le long du Rhône et de la Saône. Voilà. Il faut également garder à l'esprit que la logistique, aujourd'hui, représente un levier extrêmement important de performance de l'entreprise, puisque c'est un coût pour toutes les entreprises industrielles, c'est un coût, l'ensemble de la logistique représente des dépenses considérables, et donc arriver à créer à améliorer la performance de l'entreprise par la logistique d'une manière globale représente un enjeu extrêmement important. Le dernier point, en fait, de cet élément de contexte, c'est que globalement, la conjoncture n'a pas été très très favorable et on a subi au cours de ces dernières années, effectivement, notamment entre 2012 et 2015, des baisses de volume qui résultaient de la réduction d'activité des entreprises du territoire rhône-alpin. Voilà. Il y a des produits qui sont plus propices à passer par le transport fluvial que d'autres? Alors d'une manière générale, on parle de pondéreux. En fait, on a plus les produits sont pondéreux, donc plus ils sont entre guillemets peu chers à la tonne, plus le transport
sur une longue distance représente une part importante du coût rendu. Voilà. Donc on a typiquement des minéraux, et notamment des produits de carrière. On a aussi des produits métallurgiques, on a des engrais, des produits chimiques, et puis on a des combustibles. Donc il y a des transports de charbon, notamment, qui se font sur le Rhône. On a des produits agricoles, on a des céréales, et puis des containers. Voilà. Donc au global, l'essentiel, c'est pratiquement 40%, ce sont les minéraux. Alors, on voit d'ailleurs une petite animation de la répartition de ces marchandises transportées sur le Rhône. Donc, ce port de Salaise est géré par la CCI du Nord-Isère. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, un port tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, j'imagine que vous le réfléchissez aussi comme une plateforme multimodale. Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Il s'agit effectivement de s'inscrire dans, je dirais, le mix de transport. Pour la multimodalité, c'est quoi? C'est être en mesure de passer du fluvial au ferroviaire et au transport route, et donc d'agir comme maillon logistique qui soit optimum en termes de coûts et pour l'ensemble des entreprises. Vous l'avez dit, le coût, les émissions de CO2 par voie fluviale sont beaucoup moins importantes que par camion. C'est vrai que si on intègre un maillon fluvial, on a une rupture de charge quelque part, avec nécessité de transférer du fluvial, d'un bateau à un wagon ou à un camion, mais au global, en travaillant effectivement la performance, on arrive à des coûts qui peuvent être tout à fait compétitifs et qui, en matière d'émissions de CO2, représentent des avancées significatives. Philippe Bernand, tout à l'heure, parlait de la petite PME des aéroports de Lyon. Vous, c'est encore plus petit. Je crois qu'il y a une quinzaine de salariés. Alors, on a 17 professionnels sur le site de Salaise-sur-Sanne. On traite 800 000 tonnes, ce qui est en gros équilibré sur les 3 modes de transport, le fluvial, le ferroviaire et le camion. Donc, vous voyez, on est vraiment très petit. Si on utilise un indicateur dans les transports qui est la tonne kilomètre, qui est tout simplement le produit de la tonne transportée par kilomètre. Voilà. Et on arrive donc à 1,3, on va dire, milliard de tonnes kilomètres sur l'ensemble du bassin Rhône-Saône pour un petit peu moins de 6 millions de tonnes transportées. Donc vous voyez, on a un potentiel de développement absolument considérable. Parce que je n'ai pas les chiffres des transports routiers, mais je sais que ça se chiffre en dizaines, voire centaines de millions de tonnes. Donc la part de marché est extrêmement faible et mérite naturellement d'être développée. Voilà, et puis à la dizaine de millions investis ces dernières années sur le port de Salaise, la région lance un plan Rhône sur 2015-2020 avec à peu près 8 millions, je crois, d'investissement pour favoriser le développement du fret fluvial. Oui, l'idée est d'avancer effectivement de poursuivre le développement, et la CCI en tant qu'aménageur de territoire et fournisseur de prestations d'accompagnement des entreprises s'inscrit résolument dans ce schéma et souhaite effectivement mettre à disposition des entreprises les moyens adéquats pour contribuer au développement et également augmenter la part de marché du fluvial et du multimodal sur le Rhône. Gérard Felter, vous avez fait rêver avec les avions et les trains du futur. Sur les bateaux, qu'est-ce que vous avez en stock ? Il se trouve que j'habite sur une péniche, donc elle date de 1935, mais je l'ai remotorisée. Non, ce que je vais peut-être plomber un peu l'ambiance, mais vos bateaux, les bateaux fluviaux, ils sont tous avec des vieux moteurs diesel pourris, quoi. Ça date, ils ont tous plus de 20 ou 30 ans. Alors, bien sûr, on se donne bonne conscience en disant ma péniche, 5-10 000 tonnes, c'est 400 camions sur le périphérique. C'est déjà mieux que rien, quand même. C'est formidable, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Ça, c'est une chose, mais encore une fois, évidemment, je suis pour le fluvial. Simplement, quand on traverse la ville de Lyon ou la ville de Paris, si on était en électrique, ça ne serait pas plus mal, ne serait-ce que pour traverser déjà les agglomérations et puis peut-être en attendant se mettre au GNV, puis peut-être à l'hydrogène bientôt.
Simplement, si je peux étendre ça au maritime. Vous avez complètement raison, c'est intermodal. Il n'y a pas de port s'il n'y a pas du fluvial, il n'y a pas de port s'il n'y a pas du train et du camion qui soit à la portée de ce qui arrive des régions du monde. 95% des marchandises dans le monde sont transportées par voie maritime. C'est considérable. Le seul problème que j'ai, moi, par rapport à ça, c'est qu'ils sont tous au fioul lourd. Le fioul lourd, ça veut dire le soufre. Et le soufre, c'est 40 000 morts prématurées par an, rien que par le maritime. Il faut être conscient de ça aussi par rapport à ça. Il y a une progression phénoménale des croisiéristes en ce moment, que ce soit MSC Croisière ou les autres. Quand un bateau gigantesque, comme on le voit actuellement avec 5 à 10 000 passagers sur ces cargos, arrive sur un port, il ne va pas se connecter sur l'électrique, c'est 10 000 habitants de plus pour la ville. Et quand il débarque à 4-5 bateaux, c'est 50 000 personnes qui arrivent sur une petite île, qu'il pollue totalement avec des particules fines, je ne vous raconte pas. Donc là, il y a vraiment des efforts à faire. Le CLIA, qui est le syndicat des transporteurs croisiéristes, a fait un communiqué de presse en disant, voilà, on a fait des cheminées spéciales, on récupère le soufre. C'est pas vrai. Donc il y a aussi des efforts à faire. Il y a toujours dans les progrès l'envers du décor. Je montre l'envers du décor et en même temps, je vais être optimiste. C'est pour faire avancer les choses. On va rester sur la mer, Gérard. Il n'y a pas de frontières maritimes ici dans notre région. Et pourtant, les pilotes des navires dont vous parliez, les méthaniers, les porte-containers ou les bateaux de croisière, ont l'obligation d'effectuer tous les 5 ans des stages d'entraînement intensifs à la sécurité. Eh bien, ils viennent les faire chez nous, en Isère, au cœur des Chambarans. Des marins du monde entier viennent se former sur des modèles réduits plus vrai que nature. Je vous propose de découvrir ce site étonnant, le port Revel, dans la zone des Chambarans. Ce porte-conteneur a tout d'un géant des mers, sauf qu'ici, la mer est un lac artificiel et que ce navire est un modèle réduit. À Port-Revel, méthaniers, pétroliers et autres porte-conteneurs sont reproduits à l'échelle 1/25e, à l'identique de leurs grands frères, du tableau de bord jusqu'aux sensations. When the bridge pass the line, you pay out step by step. 7 is enough. L'avantage majeur du modèle réduit, c'est le ressenti physique. Hein, on est dans l'action. Si jamais on passe trop près des cailloux, si on touche une planche ou si on frotte les cailloux, on entend le bruit des cailloux. Et ça, pour un pilote ou un capitaine, ça reste marqué dans la tête. Mais à des milliers de kilomètres de leur port d'attache, ces stagiaires ne sont pas là pour s'amuser. Aujourd'hui, ils sont turcs. Composer avec les courants, manœuvrer les navires qui entrent et sortent du port, passer le chenal ou encore accoster avec des vents contraires. Les instructeurs confrontent les stagiaires au pire scénario. Et si dans le chenal, ça passe sans problème, l'accostage est un peu plus compliqué. You maintain the bow in a good position, and with the rudder at the starboard, kick ahead, stop, kick astern with the side effect of the propeller. The stern is coming step by step. On a des tas d'impondérables qui peuvent nous tomber sur le dos et ça tombe toujours au mauvais moment. Hein, une remorque qui casse alors qu'on croyait être tranquille, ou un propulseur avant là, qui se trouve en panne justement au moment où on en avait le plus besoin. Tout ça, ça fait partie de la vie quotidienne et des capitaines et des pilotes. Et c'est toujours bon à réagir rapidement. Chaque année, Port-Revel accueille plus de 160 stagiaires du monde entier et la fréquentation devrait augmenter dans les mois à venir puisqu'un modèle réduit de bateaux de croisière viendra étoffer la flotte. Reste à savoir si la société Costa Croisière enverra des stagiaires. Voilà, vous l'avez compris, en tout cas, on parle toutes les langues dans ce petit bout de l'Isère. Jacques Lovin, c'est étonnant de trouver un centre de formation des marins à 2 pas des montagnes.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Je l'apprends, je dois vous avouer. C'est pas très loin de votre base, hein, du port de Salaise. Il y a sûrement des marins qui viennent se former, qui ensuite circulent peut-être sur le Rhône. Je voulais parler avec vous d'un autre aspect du territoire nord-isérois. Je le disais en introduction, c'est l'une des principales bases logistiques en Europe. On est placé au cœur de l'Europe et il y a de nombreux hectares disponibles aux portes de Lyon qui ont une vocation assez intéressante dans ce domaine. Oui, alors il faut parler de deux choses ici. D'une part, le territoire du Nord-Isère, qui est probablement le nœud logistique le plus important en Europe. Et je voudrais faire une remarque, c'est qu'il ne faut pas confondre logistique et transport routier. La logistique représente toute une série de métiers différents qui sont à valeur ajoutée, alors que le transport routier est reconnu comme étant quelque chose qui n'a que des nuisances, qui est malheureusement nécessaire. Et la logistique a en revanche de la valeur ajoutée et emploi du monde. Sur le Nord-Isère, c'est 10 000 personnes. C'est 2,3 millions de mètres carrés de bâtiments de stockage et c'est un chiffre d'affaires annuel total généré qui est de plus de 4 milliards d'euros. Voilà. Et la logistique s'est organisée assez tôt. Et aujourd'hui, il y a le pôle d'intelligence logistique Europe du Sud, le PILS, qui est hébergé par la Chambre de commerce du Nord-Isère, qui regroupe un certain nombre d'acteurs différents, dont des prestataires logistiques, des commerçants grossistes et des industriels. Donc la logistique emploi du monde se structure et est en croissance, est un secteur qui est en croissance. Alors, ce territoire central se dote aussi d'un nouvel outil nommé Inspira, qui est dédié à la multimodalité. Je vous propose d'écouter le président d'Inspira, qui est également, vous allez le reconnaître, le président du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier. Alors le projet Inspira est un projet majeur au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous disposons de 160 hectares disponibles. Aujourd'hui, déjà sur cette zone Inspira, c'est plus de 900 emplois qui sont distribués dans une vingtaine d'entreprises. C'est un projet majeur au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'au cœur des trois métropoles de Lyon, Valence et Grenoble, c'est un projet majeur parce que nous avons les trois possibilités de transport que représentent le fleuve, le rail et bien sûr la route. Chaque année, le département, la région et la communauté de communes investissent de manière égale. Cela représente environ 2,7 millions pour chaque collectivité. À titre d'exemple, les derniers investissements ont permis de financer le transformateur et les équipements pour l'entreprise Excel qui est venue s'installer. Plus de 200 millions d'euros d'investissement de cette entreprise, une centaine d'emplois créés. Ça fait partie des grands succès d'Inspira, une zone qui, depuis entre 2013 et 2017, totalise 400 millions d'euros d'investissement. Alors l'impact Inspira porte des valeurs, et d'abord celle de l'économie circulaire. C'est ce que nous faisons avec la plateforme Osiris, avec la volonté de faire en sorte qu'au sein de cette grande zone industrielle qui se dessine, eh bien, les entrepreneurs puissent mutualiser, puissent faire en sorte de partager les ressources pour gagner en compétitivité et aussi en image, parce qu'aujourd'hui, cette zone souhaite avoir une image de développement durable, à savoir un développement qui s'appuie sur l'économie, sur le social et aussi sur l'environnemental. Oui. Quelques compléments. Effectivement, la zone Inspira est sur la zone du port Vienne Sud, Salaise-sur-Sanne. Et le port public, donc, qui est géré par la CCI sous concession de la CNR, a pour vocation effectivement de se mettre en ordre de marche pour servir au mieux et l'ensemble des besoins des entreprises actuelles et futures qui viendront s'installer sur la zone Inspira. Jacques, je crois que Inspira a rejoint il n'y a pas très longtemps votre structure. Vous êtes en partenariat avec ce site? Oui, on s'est rencontrés, on ne sait plus et ils ont adhéré à Objectif OFP. Et je pense qu'on va travailler. Ça nous intéresse beaucoup d'avoir des territoires qui veulent s'emparer des problèmes. C'est ça qui est intéressant, à mon avis. Les territoires qui vont gagner à long terme,
c'est logistique, qualité de vie et puis développement durable. Et ça, c'est de l'enjeu de très long terme. De très long terme. D'où l'idée, il faut penser à long terme. Enfin bref, je ne vais pas recommencer. Et entre-temps, on a abandonné l'écotaxe, dont on aurait bien besoin parce qu'on se place dans le long terme. On aurait bien besoin, on va avoir besoin, il y a de gros investissements. Vous savez, si les Chinois s'amusent à faire des trains ou à s'intéresser à toutes nos installations logistiques, quand on regarde bien, il y a peut-être des raisons quand même. Je ne pense pas qu'ils soient totalement innocents et qu'ils viennent pour nos beaux yeux. Bon, vous êtes un militant de l'écotaxe. Voilà. En période de campagne présidentielle, vous pouvez peut-être lancer l'idée aux candidats. On voit des images d'Inspira sur les écrans derrière nous, Jacques Lauvin. Tout reste à faire. Enfin, il y a une petite partie d'aménager, mais il y a encore un gros potentiel de développement. Il y a un potentiel très important avec plus de 170 hectares ou presque 200 hectares à développer. Et puis également le long du Rhône, ce qui est en concession de la CNR, il y a effectivement un potentiel pour des entreprises pour qu'elles puissent s'installer également le long du Rhône. Voilà. C'est quoi les perspectives de développement? C'est dans les années à venir, les décennies à venir? Ce n'est pas les décennies, c'est beaucoup plus court que ça, je dirais à horizon 2020-2025. Bon. En tout cas, la multimodalité dont on parle depuis le début de cette émission, on la visualise avec ces différentes images. Gérard, la solution logistique, justement, résiderait, selon les témoignages qu'on peut recueillir ce soir, dans la combinaison de ces différents modes de déplacement, de transport? Ouais, c'est indispensable, c'est vraiment l'avenir, ne serait-ce que parce que le vrai problème, c'est pas tellement au long cours, on peut le résoudre, on l'a vu avec le ferroviaire, on l'a vu avec le ferroutage, c'est le dernier kilomètre qui pose vraiment problème. Et là, eh bien, il faut trouver des solutions. Je vous prends un exemple. Moi, j'étais vice-président de Port de Paris, notamment le port de Gennevilliers. Eh bien, on a favorisé des épiciers, notamment Franprix, pour ne pas le nommer, de amener sa marchandise en plein Paris. On lui a loué un port pour amener des containers, ce qui économisait 400 camions tous les jours sur le périphérique. Sauf qu'à l'arrivée, eh ben, il y avait encore une fois des vieux camions pourris, diesel, qui étaient là, qui prenaient le relais. Donc c'est tout un tout, effectivement. On ne peut pas isoler un moyen de transport par rapport aux autres. Il y a une compensation, il y a une collaboration à faire, et c'est extrêmement important. Et puis je veux parler aussi du numérique. Le numérique, c'est le e-commerce, et le e-commerce, eh bien, c'est 5 à 15% d'augmentation chaque année, et il faut livrer. Et livrer, il faut trouver des nouveaux moyens de livraison. Alors, il y en a qui sont dans le portage, la location des coffres. On a l'ubérisation des coffres de votre voiture, par exemple. Il y a se rendre des services par numérique interposé avec des voisins. Et puis, il y a la livraison par pneumatique. Et puis, il y a quelque chose qui arrive. Alors, le pneumatique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tube. On évacue les déchets comme ça dans certaines villes, à Nîmes, à Romainville. Vous posez votre poubelle, elle disparaît à 70 km/h, elle va directement à l'usine de méthanisation, ce qui est quand même pas mal. Madrid fonctionne comme ça aujourd'hui. Et puis, il y a un nouveau phénomène qui arrive, c'est que pour les petits paquets, eh bien, maintenant, il y a l'arrivée des imprimantes 3D. Donc, on va fabriquer des pièces détachées de plus en plus en local. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. Tout ça pour résumer que le transport, effectivement, multimodal, c'est plus un gros mot aujourd'hui, c'est une nécessité. Philippe Bernard, finalement, vous, à l'aéroport de Saint-Exupéry, vous êtes connecté au réseau ferroviaire, il y a une gare TGV, il y a l'autoroute qui amène également sur le site, donc on peut considérer que c'est aussi une plateforme multimodale, finalement, cet aéroport. C'est tout à fait le cas, on est impliqué même dans un projet européen qui s'appelle Eurocarax, qui consiste à essayer de mettre du fret aérien sur du TGV. On bute évidemment sur des problématiques d'opérateurs qui ne sont pas encore aujourd'hui au rendez-vous. Mais c'est un projet effectivement qui certainement verra le jour à un moment ou à un autre, parce qu'il va vraiment dans le sens de l'histoire. Je pense qu'on bute pas mal aussi sur les problèmes de standardisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit par exemple dans le fret maritime que un des succès, je pense, du fret maritime, enfin moi, de mon point de vue de profane, c'est la capacité des opérateurs d'avoir standardisé un conteneur. Aujourd'hui, sur le camionnet, sur le ferré, sur l'aérien, on est incapable d'aujourd'hui de standardiser un conteneur. Je pense que demain,
Si on est capable effectivement de faire ça, on pourra avoir effectivement une complémentarité et une vraie intermodalité entre les différentes natures de fret. On sélectionnera le fret qui a le plus ou moins de valeur, celui qui a le plus ou moins de temps pour être livré, et on choisira la solution la plus adéquate. C'est un enjeu pour les aéroports. Vous parliez tout à l'heure de Genève, la concurrence avec les autres grands aéroports français. Pour les passagers, est-ce qu'on se fait la guerre aussi sur le fret, ou c'est un secteur qui n'est pas encore aujourd'hui assez attractif? Alors, il faut savoir que sur le fret aérien, sur les longs courriers, dans l'économie d'une ligne aérienne, le fret aérien, ça peut aller entre 15 et 20% d'équilibre économique de la ligne. C'est pas négligeable. C'est très loin d'être négligeable. Et nous, on en fait en tout cas un argument pour convaincre les compagnies aériennes d'ouvrir des lignes. Parce qu'effectivement, on est dans une région où il y a un trafic aérien important. Aujourd'hui, sur la plateforme de Saint-Exupéry, vous avez 150 000 tonnes de fret qui prend le statut avionné. Je dis bien qui prend le statut avionné, c'est-à-dire qui est dédouané. Mais sur ces 150 000 tonnes, il n'y en a que 60 000 qui prennent effectivement l'avion à Saint-Exupéry. Vous avez 90 000 tonnes qui prennent le camion pour être avionnés autre part, pour des raisons de masse critique, etc. Donc c'est vrai que quelque part, dans le développement, dans le défi aujourd'hui que nous avons sur le développement des longs courriers, le fret aérien est une composante importante qui peut participer à une décision positive des compagnies aériennes.